La première république naît presque par accident. 1789, c'est la révolution qu'on nous dit, mais la vraie révolution. C'est pas une date, c'est pas un jour, c'est un processus. En réalité, les révolutionnaires ne veulent pas abolir la monarchie en 1789, ils veulent la réformer. Le roi reste sur le trône, mais ses pouvoirs sont limités. Sur le papier, le compromis paraît possible. En réalité, il va plutôt mal vieillir. Louis XVI n'est pas vraiment convaincu, pour tout dire. 800 ans que sa mi-fa règne sans partage, le mec n'est pas prêt à s'aplatir. En juin 91, roi, reine et enfants prennent la poudre d'escampette. L'idée, c'est de se mettre en sécurité, déjà, et puis, pourquoi pas, aller chercher l'appui des monarchies européennes pour zigouiller la révolution. Sauf que le voyage tourne au fiasco, ils sont à la bourre, leur escorte est pas là, et à Varennes, un maître de poste voit le roi, puis regarde une pièce, puis le roi, puis la pièce, et il comprend. Retour à la case départ, sans toucher les 1000 balles. Et là, beaucoup de révolutionnaires réalisent que si le roi essaye de fuir son propre pays, c'est peut-être qu'il n'est pas totalement fan de la révolution. La cohabitation reprend, mais la confiance a disparu. Arrive 1792, et là, idée brillante des députés, déclarer la guerre à l'Autriche. Mais pourquoi diable? Pour exporter la révolution, pardi. Et le roi n'est pas contre, avec un peu de bol, la France perd, et l'empereur d'Autriche mettra fin à la révolution. Pas con, ouais. De toute façon, les monarchies européennes sont déjà sur le pied de guerre, menaçantes, elles ont peur de l'effet domino. Mais la guerre commence très mal, l'armée française est organisée comme mon tiroir à chaussettes, les défaites s'accumulent, et à Paris, la peur se transforme en colère. Le 10 août 1792, une foule en furie et sans culotte attaque le palais des Tuileries à l'aide d'un bataillon de Marseillais sur l'air d'une chanson bien connue. La famille royale est emprisonnée, mais la guerre continue. Le 20 septembre, la bataille de Valmy offre enfin une victoire décisive à la Révolution. L'ennemi est repoussé. Une nouvelle assemblée est élue, la Convention nationale, chargée d'écrire une nouvelle constitution. Et, pour la première fois, les élections se font au suffrage universel. Universel de 50% de la population. Ouais. Pas les femmes. Le 21 septembre 1792, dès son ouverture, la Convention abolit la monarchie. Le lendemain, elle décide de dater tous les actes de l'an 1 de la République. La première République française commence, sans même être vraiment proclamée, sans feu d'artifice, sans confetti, sans soin, mais dans un chaos absolu. La guerre, toujours, la crise économique et les révolutionnaires qui commencent sérieusement à se foutre sur la gueule. Sur le ring, les Girondins, plutôt modérés, pour la décentralisation et le libéralisme, et les Montagnards, beaucoup moins modérés, pour la centralisation et le contrôle. Parmi eux, Danton et Robespierre. Et Robespierre est convaincu d'une chose, si la Révolution veut survivre, il faut éliminer ses ennemis. Ses ennemis, à la Révolution ou à Robespierre? C'est là qu'est l'os. À tout seigneur, tout honneur, on commence par le roi, condamné à mort à 361 voix contre 360. La vie tient à peu de choses parfois, mais ça ne règle rien, et la guerre mobilise toujours plus de citoyens. La Vendée, déjà bien échaudée par les attaques contre la religion, révolution oblige, se rebelle contre la conscription. Résultat, guerre civile et 150 000 morts. L'armée est en difficulté sur le front, les pénuries redoublent, les Anglois débarquent à Dunkerque et à Toulon, et plusieurs grandes villes se soulèvent avec les Girondins. C'en est trop pour Robespierre qui lance officiellement la terreur. Le mot parle de lui-même. Si la République est déclarée une et indivisible, les corps humains, eux, sont fortement divisibles, au niveau de la nuque à peu près. Finalement, le vent tourne et les armées révolutionnaires redeviennent victorieuses. Elles reprennent Toulon, gagnent en Vendée, écrasent les Autrichiens. Logiquement, Danton demande de lever le pied sur la guillotine. Résultat, il y passe. Non, mais l'engrenage est infernal, la France entière est suspecte, et face à la suspicion, une seule peine. Ça commence par Guillot, et ça finit par Tine. Alors en vrai, il y a d'autres exécutions, des noyades et quelques joyeusetés comme ça. Tout le monde prend peur, à commencer par les députés qui, pour sauver leur tête, font sauter celle de Robespierre. Et pour sauver leur réputation, finissent par lui mettre toute la terreur sur le dos. Alors qu'il est responsable, certes, mais il est loin d'être le seul. On souffle un peu et on calme le jeu avec un nouveau régime, le Directoire. 5 dirigeants à la tête de l'État, 2 assemblées. Beaucoup de règles pour éviter la dictature et un nouveau Robespierre. Sauf que c'est un bordel sans nom. Le régime est ingouvernable, les coups d'État sont la routine, chacun fait le sien, le gouvernement lui-même, quand les élections donnent des résultats qui ne plaisent pas, mais aussi royalistes, jacobins, républicains radicaux. Le régime est donc tenu à bout de bras par l'armée et les généraux. Et parmi eux, un jeune officier humble, ou à l'ambitieux, connaît une ascension spectaculaire. Napoléon Bonaparte. En 1799, il se dit « Pourquoi pas moi ?» et il organise son propre coup d'État, le 18 Brumaire. Le Directoire disparaît et la Première République avec. La Révolution française, commencée pour limiter le pouvoir d'un roi, se termine finalement par l'arrivée au pouvoir d'un général. Tout est à refaire.